c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Comme toujours, nous allons vous présenter plusieurs ouvrages afin de vous donner envie de les découvrir. Et aujourd'hui, c'est Renaud qui commence avec sa chronique. Alors Renaud, de quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire de la poésie. Oui, tout un programme. Tous les corps et beauté, luxe, calme et volupté, redonne un sens à ta vie, en y mettant de la poésie. Aujourd'hui, on va parler poésie. Mais pour une entrée en matière, je ne voulais pas qu'on s'attaque à du classique. Pas de Baudelaire, de Hugo ou de William Blake. Non, aujourd'hui, on va s'attaquer à un recueil qui est l'unique de son auteur. Et surtout de quelqu'un qui ne fait habituellement pas dans la littérature. Une personne qu'on connaît avant tout et surtout pour ses films. Il y a des livres qu'on ouvre comme des boîtes à musique et d'autres comme des cercueils miniatures, sculptés avec amour. Aujourd'hui, on va parler de la triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton. Et ce livre appartient sans hésitation à la seconde catégorie, oui, celle des cercueils miniatures sculptés avec amour. Un petit recueil bilingue de poèmes illustrés, à la fois drôle et dérangeant, tendre et cruel, publié à l'origine en 97 et réédité en français avec une superbe traduction de René Belletto. 23 textes, poèmes au total, avec sur chaque double page une illustration griffonnée à la Burton, par Burton, comme on feuilleterait un vieux carnet de croquis retrouvé dans le grenier d'un manoir victorien. Mais avant d'ouvrir cette boîte noire, un petit détour par le créateur lui-même. Né à Burbank, Californie en 1958, loin des tempêtes londoniennes mais avec déjà dans les veines le goût du bizarre, très tôt, notre Tim Burton se passionne pour les films de la Hammer, les films de monstres, les créatures incomprises, les frics mélancoliques. Il grandit dans une banlieue sans surprise, ce qui chez Burton deviendra une obsession, confère beaucoup de films, mais surtout Édouard Romain d'Argent et sa banlieue aseptisée. Sous la surface propre et bien peignée de la société américaine, il décèle toujours une monstruosité latente, une poésie refoulée. Il commence sa carrière comme animateur chez Disney. Oui, Disney. Il travaille sur les concepts de Taram et le chaudron magique, il travaille aussi sur Rox et Rookie, mais ça l'emmerde beaucoup. Comment dire, Tim Burton chez Disney, c'est un peu comme Édouard Romain d'Argent dans un salon Tupperware ou une réunion cosmétique Avon. Il s'y sentait à l'étroit, trop sombre, trop marginal pour tout ça. Et pourtant, c'est là qu'il développe ses premiers courts-métrages, comme Vincent en 1982, hommage macabre et drôle à Vincent Price, avec déjà cette patte burtonienne, un enfant introverti qui rêve de films d'horreur et de taxidermie. Charmant. Puis vient Frankenweenie en 1984, l'histoire d'un petit garçon qui ressuscite son chien électrocuté. Disney le vire, jugeant le film trop effrayant pour les enfants. Spoiler, ils le réembaucheront des années plus tard pour produire d'autres films, et entre autres la version longue de Frankenweenie. Comme quoi même les studios apprennent parfois de leurs erreurs. C'est en tant que réalisateur indépendant qu'il explose dans les années 90. Beetlejuice, Batman, Édouard Romain d'Argent, Ed Wood, et plus tard Big Fish, Sleepy Hollow, Sweeney Todd, ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et d'ailleurs, désolé d'avoir à le préciser, mais L'étrange Noël de Monsieur Jack n'est pas un film de Tim Burton. Ce film est souvent attribué à tort à Burton, alors qu'il en est le créateur et le producteur, mais pas le réalisateur. C'est Henry Selick qui signe la mise en scène. Henry Selick à qui l'on doit le superbe Coraline, adaptation du livre de Neil Gaiman. Bref, Burton c'est donc un univers à lui seul, et avant tout un univers visuel. Mais qu'est-ce que le style Burton d'ailleurs au fond ? C'est à la fois un décor, une ambiance, une signature visuelle, mais aussi une façon de regarder le monde. On y reconnaît immédiatement des codes graphiques bien à lui, des spirales tordues, omniprésentes qu'on retrouve dans des collines, dans la fumée, dans les pupilles ou les escaliers, des rayures noires et blanches sur les vêtements, les tentures, les jambes des personnages, comme une obsession de la dualité, des carrelages en damier, des fenêtres asymétriques, des escaliers aux marches irrégulières, comme si le monde avait été dessiné à main levée par un enfant très concentré. Des arbres noueux, contorsionnés, maigres comme les doigts d'une araignée, des parapluies noirs, des cercueils sur roulettes, des corbeaux, des girouettes rouillées. On y trouve aussi des figures récurrentes comme le pasteur sinistre, l'épouvantail humain, la mort qui parle mieux que les vivants,
l'enfant trop sensible, trop grand ou trop pâle, la femme cousue de fil noir ou le cadavre amoureux. Cette esthétique ne sort pas de nulle part. Burton est un enfant de la Hammer, ce studio britannique spécialisé dans les films d'horreur gothiques des années 50-70. Dracula, Frankenstein, la momie. Il en retient les décors en carton-pâte, les éclairages rouge sang, les châteaux inquiétants, les éclairs au bon moment. Il est l'héritier du cinéma expressionniste allemand, en particulier du cabinet du docteur Caligari. C'est là qu'on trouve pour la première fois ces décors en biais, ces ombres peintes au sol, cette façon de faire parler l'espace comme un personnage. Burton reprend tout, les lignes brisées, les maisons penchées, les perspectives faussées, il en fait son langage. Et il y a Vincent Price, son idole, l'acteur fétiche des films de Poe, produits par Roger Corman dans les années 60. Burton lui rend hommage dans Vincent, comme je disais, son premier court-métrage, en lui confiant la voix off. Et Burton le fera jouer plus tard dans Édouard aux mains d'argent. Price incarne tout ce que Burton admire, la noblesse du grotesque, l'élégance dans l'horreur, la classe dans la marginalité. Chez Burton, les morts sont plus vivants que les vivants. Ils chantent, ils dansent, ils aiment, ils souffrent. Dans les noces funèbres, c'est le monde des morts qui est coloré et chaleureux, tandis que celui des vivants est gris et figé. La mort n'est pas une fin, c'est un ailleurs, parfois même une fête. La mort est partout, mais elle n'est jamais gratuite. Elle est une métaphore de la différence, de la transformation, de l'inconsolable aussi. Un enfant mangé par son père dans un poème, c'est une version grotesque du sentiment d'abandon. Un garçon qui brille dans le noir et fait mourir les plantes, c'est une métaphore de l'exclusion. Tout ce que je viens d'évoquer, spirale, mort, caligaresque proportion, se retrouve transposé dans les poèmes et les dessins du recueil La triste fin du petit enfant huître. C'est comme si Burton avait pris tous les éléments de son imagerie cinématographique et les avait compressés en miniature, à l'état brut, sous forme de dessins et de textes courts. C'est du Burton sans filtre, sans budget, sans censure, sans narration imposée. C'est le squelette de son univers, son ADN graphique et émotionnel. Car oui, au final, Burton est un réalisateur, producteur, dessinateur, scénariste, créateur de mondes sombres mais tendres, un esthète de la marginalité, un artisan du monstrueux, mais est-il un poète ? Je ne sais pas. Donc parlons de ce livre, La triste fin du petit enfant huître. Ce petit recueil est à l'image de Tim Burton, macabre, drôle, enfantin, cruel, à mi-chemin entre Edgar Gorey et Charles Addams. Des poèmes en vers simples, presque enfantins, souvent en rime, qui racontent tous de micro-histoires tragiques. On y croise entre autres un enfant huître rejeté par ses parents, une petite fille aux yeux de bouton, un garçon toxique littéralement radioactif, un robot au cœur brisé, un enfant momie coincé dans ses bandelettes. Tous sont des figures de l'exclusion, des monstres miniatures, des créatures nées difformes, diffractées, dont la poésie naît de leur absurdité même. Et à chaque fois, la chute est brutale, irrémédiable, fataliste. Mais, et c'est là toute la magie de Tim Burton, on ne tombe jamais sur le surdrame tristouille. Non, il y a dans ces textes une ironie tendre, une distance absurde qui fait rire jaune. Voici par exemple un extrait du poème Tête de melon. Il était une fois un gamin tête de melon, très triste, qui restait assis tout au long du jour, appelant la mort comme une bénédiction. C'est cruel. Absolument. C'est drôle. Tragiquement, oui. Burton travaille l'oxymore à chaque ligne. Une esthétique du rejet, de l'enfance cabossée. C'est comme si Roald Dahl rencontrait Edgar Allan Poe à la fête foraine. Et les dessins qui accompagnent les textes, tous signés par Burton lui-même, prolongent cet univers, crayonné à la main, avec des yeux trop grands, des membres trop fins, une absence d'ombre rassurante. On dirait des croquis échappés d'un cauchemar de collégien. Ce sont de fausses naïvetés. Tout y est calculé, minimaliste, mais expressif. Et la traduction, elle est signée René Belletto. Et c'est un vrai bonheur. Belletto a su garder la musicalité des vers en anglais, tout en adaptant les jeux de mots, les rimes, la métrique, le ton décalé. C'est rare de voir une telle fidélité de l'esprit avec une liberté formelle aussi assumée. L'édition bilingue chez 10-18 ou Actes Sud selon les versions permet d'ailleurs de comparer chaque poème en VO et VF. On y redécouvre le plaisir d'entendre les sonorités anglaises cinglantes. Stick boy liked my girl, he liked her a lot, he liked her cute figure, and through she was hot. Et en français, Brindille aimait bien Allumette, elle l'aimait vraiment beaucoup, il adorait sa jolie silhouette, et il la sentait chaude comme tout. Est-ce de la grande poésie au sens académique ? Peut-être pas, soyons honnêtes, et Tim Burton n'en a pas la prétention. Mais ça sonne comme des fables, comme des petites chansonnettes pour enfants. Ces chansonnettes un peu cruelles de cours d'école, un peu comme la chanson que chantent les enfants dans Freddy et les griffes de la nuit. 1, 2, Freddy te coupera en deux. 3, 4, remonte chez toi 4 à 4.
5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, surtout ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Mais c'est de la poésie enfantine, populaire, visuelle et efficace. À vrai dire, La triste fin du Petit enfant 8, c'est un peu la version papier de ce que Tim Burton est au cinéma. Une galerie de frics en quête d'amour, des monstres qui veulent juste qu'on les regarde autrement. On pourrait même dire que chaque poème est un autoportrait déguisé. Burton, c'est un peu tous ses enfants, trop sensibles, trop différents, trop autres. Et c'est sans doute pour ça que son œuvre touche autant de monde, parce qu'au fond, qui ne s'est jamais senti un peu enfant huître dans la cour de récré? Alors pourquoi lire la triste fin du Petit enfant huître? Parce que c'est drôle, parce que c'est triste, parce que c'est beau, parce que c'est une porte d'entrée idéale dans l'univers de Tim Burton pour ceux qui ne le connaissent pas, ou alors que par ses films. Et même si tu connais ses films, c'est un complétisme très plaisant. Parce que c'est un objet graphique, un livre à feuilleter, relire ou offrir. Et parce qu'en 10 lignes, Tim Burton réussit parfois à dire plus sur la solitude, la différence, la cruauté du monde et l'amour que bien des romans de 500 pages. Ne vous attendez pas à de la grande poésie, ce livre ne va pas révolutionner le genre. Mais si vous êtes curieux, ou alors que vous êtes fan de Burton, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lire ce petit recueil, les jours de pluie, dans un manoir victorien, à la lumière d'un chandelier tordu avec un chat borgne qui vous regarde d'un œil inquiet. Mais méfiez-vous, car la fin est toujours délicieusement cruelle, et surtout, comme le disait Edgar Allan Poe, les monstres les plus effrayants sont ceux qui se cachent dans nos âmes. Vous venez d'écouter This is Halloween de la BO de L'étrange Noël de Monsieur Jack,
reprise par Marilyn Manson. Alors, j'ai des petites questions, bien sûr, Renaud. Merci pour cette chronique, mais j'ai besoin d'être éclairé. Alors, Ok. Je sais pas si je vais y arriver. Donc, dis-moi, les poèmes ont un côté fable assez enfantine. Est-ce que c'est vraiment pour les enfants ou est-ce que c'est plutôt pour les adultes ? Alors, c'est pour les enfants et pour les adultes. Ok. Non, mais en vrai, c'est quand même plutôt pour les adultes. Parce que je pense que les enfants vont rire des prénoms bizarres et des accidents absurdes. Ils vont rire un petit peu comme, on va dire, regarder quelqu'un se vautrer dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire c'est un rire un peu bizarre, quoi. Les adultes, eux, ils vont rire plutôt jaune quand même, parce qu'ils reconnaîtront la solitude, l'angoisse, le sentiment d'être à côté qu'on a en permanence dans toutes les œuvres de Burton, quoi. Burton, il parle de l'enfance comme on parle d'un rêve étrange, toujours. Et on ne sait plus très bien si c'est beau ou dérangeant, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu glauque Alors, moi, je trouve ça délicieusement glauque. Ok. C'est un peu comme si Édouard Romain d'Argent, tu vois, il écrivait des comptines, mais à l'heure du bain de sang. Les personnages, ils meurent, ils fondent, ils explosent, ou encore une fois, ils sont oubliés. Mais tout ça avec des rimes et des yeux immenses. C'est vraiment l'univers de Burton qu'on retrouve en poème. Donc le malaise, il est doux, presque affectueux, mais il y a du malaise quand même, tu vois. Je vois. Et du coup, c'est ma dernière question, justement, qui va aussi... qui continue dans la lancée. Est-ce qu'il y a une morale, du coup, à ces histoires, ou est-ce que c'est juste bizarre pour faire du bizarre, quoi ? Oui, il y a une morale, mais elle se cache sous le lit avec les monstres, tu vois. Chaque poème, c'est une micro-fable, comme tu le disais, sur la différence, la cruauté du monde et l'absurdité des normes. Enfin, ce que dit Burton, sans jamais le hurler vraiment, c'est que être bizarre, c'est pas une faute, c'est une nature, et que le monde souvent punit ceux qu'il ne comprend pas, en fait. Mais c'est toujours ça dans toutes les œuvres de Burton, c'est-à-dire que, en gros, les gens qu'on comprend pas, on les marginalise, en fait. Et c'est ça. Sauf que là, il est encore plus cruel, Burton. C'est-à-dire qu'en gros, il fait quasiment mourir chacun des personnages dans chacun des poèmes du recueil, pardon. Donc, non, il y a des morales, mais elles sont toujours cruel et glauque. C'est-à-dire que de toute façon, les gens différents seront jamais compris. C'est un peu ça la morale de tout le recueil. Ouais. Voilà. Ok, c'est très joyeux. Merci beaucoup. C'est super, c'est du Tim Burton. Est-ce que tu peux nous redire, Renaud, vite fait le titre, auteur, maison d'édition, tout ça, s'il te plaît ? Alors oui, c'est Tim Burton, excusez-moi du peu, La triste fin du petit enfant huître et autres histoires. Et c'est chez 10-18 ou Actes Sud, je crois qu'il y a une édition chez Actes Sud aussi. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Bon, écoute, moi j'ai terminé avec ma chronique. Du coup, c'est à toi. De quoi vas-tu nous lire ? Eh bien, je vais vous lire un roman graphique. Ouvrez vos livres, page 394. Ouvrez vos livres, 394. Aujourd'hui, je me lance avec un roman graphique, Seconds, de Brian Lee O'Malley. Cathy a besoin d'une seconde chance pour réparer les petites catastrophes de sa vie. Chef cuisinier renommée, elle est sur le point d'ouvrir un deuxième restaurant, le sien à elle. Mais voilà, les problèmes débarquent. L'ouverture est compromise par des travaux qui mettent des mois à se finir. Ses amours battent de l'aile, son ex-petite amie réapparaît, et pour couronner le tout, sa meilleure serveuse se blesse au travail. Alors quand sa vie passe de super top à franchement naze, elle aurait bien besoin d'une seconde chance, de tout effacer et de recommencer à zéro. Une seconde chance, tout le monde y a droit après tout, mais lorsqu'elle se présente réellement, il faut savoir en faire bon usage, surtout lorsqu'il y a de la magie là-dessous. Seconds, c'est un roman graphique écrit par Brian Lee O'Malley, auteur canadien et créateur de Scott Pilgrim. Vous vous souvenez de Scott Pilgrim ? C'est ce jeune de 23 ans qui a une vie géniale. Membre d'un groupe de rock, il jongle entre deux petits boulots et est en couple avec une lycéenne trop mignonne. Tout va bien pour lui, jusqu'au jour où il rencontre en rêve Ramona Flowers, livreuse en roller qu'il croise encore et encore dans la vie réelle et dans ses rêves. Sous le charme, il décide de conquérir son cœur, mais ce chemin est plein d'embûches car pour atteindre Ramona, il faudra d'abord que Scott affronte les 7 ex maléfiques de la jeune femme. Si vous ne connaissez pas encore, foncez. Drôle, fun, touchant, aussi bien en roman graphique, intégral en 3 tomes, qu'en film avec l'adaptation d'Edgar Wright en 2010 ou encore avec la série animée Netflix sortie en 2023.
Revenons à Seconds. Initialement sortie en 2014, une nouvelle édition datant de 2023 est sortie chez Dargo et c'est celle que j'ai entre les mains. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Découverte tardivement, je l'ai lue sans aucune attente et j'ai bien sûr été charmée. Cette histoire aborde avec sagesse et humour le cœur de nos angoisses existentielles, comme la peur de l'échec ou encore la volonté de se dépasser. C'est un voyage magique dans lequel nous plongeons sans aucune difficulté. Tout d'abord, le dessin me plaît énormément, à la manière de Scott Pilgrim dont je vous ai parlé juste avant, ou encore de Lost at Sea du même auteur sorti en 2012, ce roman graphique a des traits assez enfantins. Ce côté BD jeunesse est renforcé notamment par les aplats de couleurs signés Nathan Fairbairn et le mélange des styles manga japonais et comics américains. Nathan Fairbairn avait déjà colorisé Scott Pilgrim lors de son passage en couleur, mais vous le connaissez peut-être aussi pour son travail sur les comics Invincible, Die Die Die, Nameless ou encore son œuvre majeure, Le Lac de Feu. Pour Seconds, nous sommes dans un décor made in Canada, reprenant certainement le quotidien de l'auteur, ce qui ancre cette histoire dans le réel. Mais sous ces airs de BD jeune public, les thèmes abordés dans cette histoire sont bien plus profonds qu'ils n'y paraissent. En effet, Cathy, le personnage principal, découvre dans le restaurant dont elle est gérante un moyen de revivre un moment passé et ainsi le modifier et changer par conséquent le présent. Au départ, c'est juste pour empêcher un accident d'arriver en cuisine. Utilisation donc plutôt noble. Mais très vite, cela devient une drogue pour Cathy qui veut toujours plus de modifications et souvent pour des petits riens. Elle ne fait plus aucun effort pour arranger les choses grâce à la communication avec ses semblables et passe son temps à modifier ses erreurs passées plutôt que d'apprendre d'elles. Pour ceux qui ont vu le film Un jour sans fin de Harold Ramis, on est un peu dans cette ambiance-là, sauf que contrairement au film où chaque soir le personnage va se coucher et revit à son réveil le lendemain la même journée que celle de la veille, l'héroïne de Seconds choisit elle-même les moments qu'elle souhaite revivre et modifier. Le lecteur s'attache au personnage, bien évidemment. En plus, vous le savez, j'adore manger et elle est chef cuistot. Mais plus sérieusement, on s'attache et très vite, on se surprend, pendant la lecture, à s'adresser à Cathy à voix haute lorsqu'elle fait des choix que nous n'aurions absolument pas fait. On la conseille, on la guide. Le côté fantastique est vraiment très joli également. Pas violent, mais pas non plus gnangnan. Il permet de faire avancer l'intrigue et surtout de créer cette bulle de remise en question pour le personnage comme pour nous, lecteurs. Effectivement, nous abordons dans ce roman graphique un genre de crise d'ado. Cathy vit dans cette histoire son passage de l'adolescence vers l'âge adulte, âge où l'on gagne normalement en responsabilité et où l'on assume un peu plus ses choix. C'est ce qu'elle va apprendre à faire au fur et à mesure de cette aventure. Finalement, Cathy, c'est pas une super-héroïne badass, elle est juste exactement comme vous et moi. Elle a des capacités, des envies et des rêves, mais aussi des moments d'embarras et de réactions qu'elle regrette. Elle est banale, et c'est ce qui m'a touché le plus dans ce personnage. Alors n'oubliez pas, même si vous êtes un banal Jean, faites de votre mieux, et comme dirait Ribéry, la roue tourne va vite tourner, même sans intervention magique.
êtes toujours sur Radio Dynamo et vous venez d'écouter We Are Sex Bob Omb, extrait de la BO de Scott Pilgrim. Eh ben Wendy, merci beaucoup pour cette superbe chronique de Second, que tu as très bien dit Second. Merci. J'ai quelques questions pour toi, j'en ai 2 aujourd'hui. Ok. Alors, je vais commencer tout de suite. Comment as-tu perçu l'évolution du personnage de Cathy au fil de ses réécritures ? As-tu ressenti de l'empathie ou de l'agacement pour elle face à ses choix et ses erreurs ? Oula oui. Je me suis souvent agacée, comme je le disais dans la chronique. Je me suis parfois surprise à dire à voix haute quels auraient dû être les choix à faire. Mais après, c'est un personnage attachant et même si elle fait pas forcément les choix qu'on aurait fait, c'est quand même ces choix-là qui vont lui permettre d'apprendre de ses erreurs et puis d'avancer et puis de devenir un genre de meilleure version d'elle-même. Et puis en même temps, si j'avais eu le choix à sa place, est-ce que vraiment... Est-ce que t'aurais fait mieux, quoi ? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que j'aurais vraiment fait un meilleur choix ? Je ne sais pas. Après, j'ai envie de dire que oui, parce que forcément, les choix qu'on fait nous, ils nous semblent toujours être les bons. Mais bon, je suis pas si sûre. Donc c'est là aussi qu'intervient finalement l'empathie dont tu parlais envers notre héroïne. Et puis après, ces réécritures, comme tu dis, les modifications qu'elle fait à chaque fois, elles sont pas toujours merveilleuses. Mais comme en plus, elle arrête pas d'en faire, elle modifie toujours le moindre petit truc. Mais parce que c'est dans son caractère aussi, de toute façon, ça l'empêche d'accepter sa fatalité. Et elle veut toujours essayer d'avoir mieux que ce qu'elle avait déjà, au risque finalement que ça soit pire, quoi. Ouais, puis c'est peut-être aussi le principe d'un truc un peu magique, tu vois. C'est un peu tentant, en fait. Ah bah C'est-à-dire oui, qu'à oui. partir du moment où tu as le pouvoir de faire ça, est-ce que tu n'as pas envie de tout changer ? Est-ce que tu n'as pas envie d'arrêter de faire des efforts ? Et puis du coup, est-ce que tu fais pas forcément les mauvais choix, quoi ? Parce que Bah c'est oui, y trop a de ça tentant de aussi, faire ouais. des trucs pourris, quoi. Ok, super. Qu'as-tu pensé du mélange entre réalisme et fantastique dans le récit ? Est-ce que ça t'a paru harmonieux ou plutôt justement déroutant ? Alors non, moi j'ai trouvé le ça se mélangeait bien, oui, c'était assez cohérent. Ça s'est fait en fait assez naturellement. En plus j'avais rien lu sur la BD avant de me mettre à la lecture, donc je m'y attendais pas particulièrement. Mais ouais, c'était harmonieux, c'est le terme. Surtout après j'ai trouvé ce mélange aussi qui il permettait d'aborder certains thèmes de façon plus onirique et moins frontale. Tu vois l'esprit. Alors il y a Lys, donc c'est le personnage qui joue l'esprit de la maison justement, et ce personnage guide Cathy comme le fait un peu sa collègue Hazel, celle qui a l'accident, mais avant d'être confrontée à la magie, en fait Cathy elle avait jamais réellement prêté attention à Hazel, et donc on peut penser aussi que Lys et Hazel sont un peu la même personne, tu vois, il y a un truc un peu comme ça où il y a tu peux faire des interprétations, et puis après il y a donc Lys qui est l'âme de la maison, du lieu, comme c'est celui où Cathy vit et travaille depuis longtemps. Elle a vu défiler bon nombre d'amis dans ce bâtiment, elle a géré comme une pro ce premier restaurant, et du coup si Cathy elle est l'âme aussi de ce restaurant pour les clients, les collègues, enfin c'est aussi le cœur de ce resto. Lys quant à elle, donc c'est officiellement par sa condition d'être fantastique, si tu veux, elle est créée pour cette fonction-là dans l'histoire, en tout cas d'être l'esprit de la maison. Mais donc tu vois, ça se rejoint toujours un petit peu. C'est compliqué à expliquer, c'est un peu perché, mais non, je comprends. Mais après, moi, c'est ce que j'aime aussi dans Scott Pilgrim, quoi. C'est-à-dire que tu as une histoire juste d'adolescent et d'un coup ça bascule dans le fantastique, tu comprends absolument rien, tu fais putain c'est génial et tu acceptes totalement le côté fantastique tu vois, du récit, quoi. Le fait que le mec doit affronter 7 textes maléfiques, ça n'a absolument aucun sens. Et ouais, moi j'adore ça et donc je suis pas étonné que ce soit le cas aussi dans cette œuvre-là, tu vois. Mais ouais, puis il y a vraiment ce côté où les personnages sont... En tout cas, les personnages magiques sont parfois le reflet d'un autre personnage qui ne l'est pas, et voilà, ça se répond, et ça s'y prête très très bien. Moi, je trouve ça assez beau et assez poétique parfois même, j'en dis pas plus, mais oui, il y a plusieurs interventions magiques comme ça qui permettent d'aller plus profond dans le personnage réel. Et bah, trop bien. Après, je pense que justement, les gens qui connaissent peut-être Scott Pilgrim, parce que c'est quand même plus connu que Second, je pense que du coup, ils vont peut-être s'y retrouver justement dans ce truc-là. Oui, complètement, même si c'est quand même un peu moins...
C'est un peu moins foufou quand même que Scott Pilgrim qui part dans tous les sens, mais c'est super aussi, mais c'est un peu moins speed, c'est un peu plus posé quand même comme lecture. Ok. Tu peux nous rappeler chez qui c'est et etc. Oui, donc c'était Seconds de Brian Lee O'Malley aux éditions d'Argo. Eh ben merci beaucoup Wendy. Merci. Et du coup, je viens de finir ma chronique, donc c'est à toi Renaud, de quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire un manga. Hey les gars, vous aimez bien lire des livres un peu ? Lire des livres comme à l'école. Non, genre lire des livres, tu rentres dans une librairie, tu prends pour 200 € de bouquin quoi. Non. Aujourd'hui, je vais te parler d'un manga. Mais pas d'un petit shonen gentil où les héros se battent pour l'amitié et les rêves. Non, je te parle d'une œuvre qui dégouline de métal, de haine, de sang, de vengeance. Ouais, tout un programme. Un manga qui transpire la violence et le style à chaque case. Un manga qui pourrait s'appeler Kill Bill sous cocaïne et acide dans un monde post-apocalyptique avec des robots racisés, une ambiance soviétique en décrépitude. Ouais, ça ferait un long titre, mais il est cool. Bienvenue dans Search and Destroy, le manga d'Atsushi Kaneko, publié en 2018 en 3 tomes. Oui, 3 tomes, courts mais intenses et après c'est fini. Comme un bon vieux solo de punk qui te laisse en acouphène pendant 3 semaines, mais t'es heureux à la fin. Le pitch, c'est l'histoire d'Yaku, une jeune femme badass, enfin jeune femme, pas complètement. Elle est en partie humaine, en partie machine, mais surtout entièrement vide à l'intérieur. Et pourquoi vide à l'intérieur ? Pourquoi en partie machine ? Parce qu'on lui a littéralement volé des parties de son corps. Ses bras, ses jambes, ses organes, son visage, tout lui a été pris par des puissants, des riches, des chefs de clan, qui se les sont partagés pour se les greffer à eux-mêmes. Alors aujourd'hui elle revient, avec un flingue, une lame, une haine qui crache des flammes, et un seul objectif, retrouver et récupérer chaque morceau de son corps, un par un, en tuant tous les gens qui lui ont volé son corps et sa vie. Dans cette quête sanglante, elle est accompagnée d'un drôle de môme, un garçon voleur au regard triste et au cœur plus chaud qu'il ne veut bien l'admettre. Son nom, Doro. Tiens, oui, comme Dororo, l'œuvre originale d'Osamu Tezuka, dont Search and Destroy est une relecture libre, mais très libre, façon reboot sous méthamphétamine comme je te le disais au-dessus. Doro, c'est le contrepoint, là où Yaku est froide, chirurgicale, presque inhumaine, lui est paumé, impulsif, humain jusqu'à l'os. Et au fur et à mesure qu'elle récupère ses organes, surprise, elle redevient humaine, plus sensible, moins invincible, et donc plus vulnérable. C'est là que Kaneko fait un coup de génie. Dans ce monde, plus tu retrouves ton humanité, moins tu peux survivre. Un message doux amer pour nos sociétés qui sacrifient l'empathie sur l'autel de l'efficacité. Mais parlons du monde de Search and Destroy. Imagine un mélange entre Blade Runner et Mad Max et un marché noir soviétique après une guerre nucléaire. Les humains sont décadents. Les robots, les Creech, sont des anciennes armes de guerre, recyclées, rejetées, persécutées. La société est gangrénée par la haine, la corruption et le racisme technologique. En haut de la chaîne alimentaire, les clans, des familles mafieuses aux allures de méchants de Metal Gear Solid, qui se sont littéralement appropriés les membres de Yaku pour asseoir leur autorité, leur pouvoir. Et là, entre en scène le Big Boss, l'homme à abattre, Kagemitsu, un type en costard charismatique, malsain, cruel, qui a troqué son humanité contre le pouvoir total, l'incarnation du capitalisme cannibale, de l'homme moderne qui sacrifie tout, même son âme, pour ne jamais perdre, un peu comme Jeff Bezos mais avec un sabre. Visuellement, maintenant, parlons du style Kaneko, parce que oui, Search and Destroy, c'est aussi un coup de massue graphique. Je dirais même c'est avant tout un coup de massue graphique. Kaneko, c'est pas le genre à faire des trames mignonnes et des yeux en étoiles. C'est du noir et blanc brutal, du trait sec, des visages durs comme de la pierre, des compositions à l'ancienne qui rappellent le comics US des années 80, mais avec la maîtrise d'un cinéaste. Parce que Kaneko, c'est aussi un amoureux de cinéma. Tu sens dans chaque case son goût pour les plans fixes, les contre-plongées, les éclairages expressionnistes. Et parfois, elle te lâche une pleine page qui
t'achève. C'est beau, laid, puissant, organique. C'est pas du manga, c'est presque de la gravure sur papier explosif. Mais attention, ce n'est pas pour tous les publics. Parce que Search and Destroy, c'est violent. Très violent. Pas juste des combats stylés, non, des corps qui explosent, des membres arrachés, des tortures psychologiques, du sexe crade, malsain, froid. C'est une œuvre qui montre l'inhumanité, qui la crache au visage. Pas pour choquer, pas gratuitement, mais pour te faire sentir le monde qu'elle dépeint. Un monde où on broie les faibles, où l'on vole les corps, où les sentiments sont une faiblesse, une erreur de fabrication. Et Kaneko, il est pas nouveau dans ce délire. Parce que monsieur, avant Search and Destroy, il nous a pondu Bambi, une tueuse à gages à la gâchette facile, dans une ambiance de série B ultra stylisée. Soil, un polar halluciné et surnaturel dans une ville où plus personne n'est net. Death Co, une adolescente psychopathe dans un monde d'assassins grotesques. Et dernièrement, on a eu le droit à Evol, un manga génial dont la série est toujours en cours. Des ados dépressifs survivent à leur suicide, mais au réveil, ils se retrouvent avec des pouvoirs de super-héros. Et leur seule envie, c'est de réduire le monde qu'ils trouvent injuste, dégueulasse, à néant. Je vous le conseille fortement, je crois qu'on en est au tome 7, et vraiment c'est génial. Allez-y, Evol, c'est super. Bref, avec Kaneko, c'est à chaque fois le même cocktail. Violence, esthétique, critique sociale, et un humour noir plus toxique que le bitume. Conclusion. Search and Destroy, c'est pas juste un manga qui revisite un classique du manga. Non, c'est un cri. Un coup de poing dans la gorge. C'est une œuvre qui te dit « Regarde bien ce monde, regarde ce qu'on devient quand on oublie ce que c'est d'être humain. » Et qui en même temps, dans un dernier battement de cœur, murmure « Mais il y a encore une chance, peut-être, si t'as pas peur de tout perdre. » Alors si tu aimes les récits qui saignent, les dessins qui frappent, les histoires qui te regardent droit dans les yeux sans scier, lis Search and Destroy. Et prépare-toi à te faire désosser l'âme avec élégance. Sympathize.
Vous venez d'écouter Army of Me, issu de la BO de Sucker Punch, chanté par Björk. Alors merci Renaud pour cette chronique très complète de nouveau. Mais de rien. J'ai bien sûr des petites questions pour peaufiner tout ça. Moi je me demandais justement par rapport à l'adaptation de Dororo, pardon. Est-ce que c'est relativement fidèle, tu trouves, toi, au manga original ? Ouais, ça reste assez fidèle, mais ça reste quand même une relecture. Et une relecture quand même relativement sauvage, parce que c'est Kaneko qui est derrière, quoi. Donc Kaneko, il garde la structure, en gros. C'est-à-dire un personnage privé de son corps, des démons à affronter pour le récupérer, une quête de vengeance et d'identité, mais il inverse les rôles. La protagoniste Yaku est une femme androïde, froide comme l'acier, et elle est flanquée d'une enfant explosive nommée Doro. Ensemble, elles cherchent ce qu'on leur a volé et ce qu'elles ont perdu en chemin. Mais les rôles sont inversés, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok, là justement, on reparlait de Dororo. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, voire obligatoire, de lire l'œuvre originale avant de lire Search and Destroy ? Franchement, je trouve moi que Search and Destroy se suffit. Et je pense même que si on ne sait pas que c'est une relecture, on peut totalement s'en passer, en fait, on s'en fout complètement. Ça fonctionne totalement, quoi. Et moi, je trouve qu'on est frappé par la manière dont Kaneko démonte justement Dororo, quoi. Si on connaît Dororo, il le retourne, le rend post-moderne sans jamais le trahir. Ça, c'est un hommage vraiment, mais genre cannibale, quoi. Il aime l'original, il le digère, il le recrache, il en fait quelque chose de totalement neuf, quoi. Et sincèrement, quand on a lu d'autres trucs de Kaneko, on peut pas se douter que c'est pas une œuvre originale de Kaneko, quoi. Tu parles aussi de dessin, de dessin et de violence dans ta chronique. Est-ce qu'il y a un fond politique aussi là-dedans, tu trouves, toi ? Ah, moi je trouve que, alors déjà, je dirais que c'est le cas de quasiment toutes les œuvres de Kaneko. C'est très politique, mais c'est jamais au détriment du rythme, quoi. C'est pas un truc qui est là en se disant on va se taper du politique, etc. Non, c'est une sorte de fond qui est là, présent, omniprésent même, un peu comme quand on lit 84. En fait, c'est le truc politique, il est là. De toute façon, on est dans un univers comme ça où on parle de caste, de domination, de contrôle des corps, de corruption, de la mémoire, d'esclavagisme, de racisme. Mais tout ça, ça passe par l'action, l'image, le mouvement. Il y a pas de long discours, mais par contre on va suivre vraiment des trucs avec des politiciens, avec de la dictature, etc. Mais quand même le tout pourrait se résumer par un flingue, une larme, une ligne de fuite et tout est dit, quoi. C'est assez comme ça Kaneko, que ce soit dans Bambi ou dans d'autres trucs, il y a toujours ce côté quand même vachement flingue, vachement vengeance, vachement tout ça, quoi. Donc oui, il y a la politique, mais en tout cas elle est en fond, en trame de fond, est très présente, mais que là, voilà, lancinante comme ça tout au long du manga. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ces réponses qui nous permettent de voir un peu plus clair dans tout ça. Eh ben merci beaucoup. Et dis-moi du coup, est-ce que tu peux me redire déjà quand même le nom, l'auteur Eh bien du coup c'est Search and Destroy de Kaneko chez Delcourt. Bah écoute, moi j'ai terminé avec ma chronique, donc ça va être à toi. De quoi vas-tu nous lire ? Eh bien moi je m'attaque à de la jeunesse, mais pas que pour la jeunesse. Un truc chelou, quoi. Un truc chelou, mais... Chelou jeunesse. Voilà, c'est ça. On va faire une nouvelle rubrique, Chelou jeunesse. C'est parti, à tout de suite. Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. En jeunesse aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est aussi bien destiné aux enfants qu'aux adultes. Midi pile de Rebecca d'Outremer. Pour un bon rendez-vous, il faut être minimum 2. Convenir d'un lieu, d'un jour et d'une heure. Midi pile, par exemple. Si les 2 personnes dont il est question, ceux-là même qui ont convenu de ces choses, se rendent au lieu dit, le jour dit, à l'heure dite, alors le rendez-vous a toutes les chances d'être un succès. Nous voilà de retour dans l'univers de Jacominus Gainsborough, ce lapin adorable auquel nous avons envie de faire des câlins. Il a donné rendez-vous à Douce, à midi pile, sur le quai car il va embarquer et a quelque chose de très important à lui dire avant son départ. Viendra-t-elle ? Et si oui, arrivera-t-elle à temps ? En l'attendant, il s'imagine son trajet, les gens qu'elle va croiser, les vêtements qu'elle va porter,
Et nous, lecteurs, nous allons rentrer dans le livre, dans la tête de Jacominus, aux côtés de Douce. Midi Pile est un livre magnifique. Il s'agit même d'un livre de collection, qui plaira aussi bien aux jeunes lecteurs qu'aux adultes amoureux des beaux objets. Nous suivons Douce, qui se rend au rendez-vous donné par Jacominus. Elle doit être à midi pile, sur le quai, afin de le retrouver pour qu'il lui dise une chose importante avant son départ. Le texte, c'est celui de Jacominus. Nous avons sous les yeux ses réflexions, ses pensées. Il se demande si Douce va venir, comment elle sera habillée, qui va-t-elle rencontrer sur la route, sera-t-elle à l'heure. L'image, quant à elle, c'est le trajet de Douce, que l'on voit à travers ses yeux. Nous commençons dans sa maison, nous traversons sa cour, nous passons son portail, nous traversons le verger, les faubourgs, la place du marché. Nous marchons avec elle. Quand je vous dis que nous traversons le livre, c'est au sens figuré et au sens propre, car ce livre est un livre en profondeur. C'est une succession de feuilles finement découpées de façon à ce que l'on ouvre une porte en tournant la page, laissant apparaître ce qu'il y a derrière. Avec cet album, Rebecca d'Outremer s'est faite dentelière. Chaque page est un ouvrage délicat et fragile. Nous suivons le trajet de Douce, en travelling avant, dans le livre, laissant derrière nous les décors et les passants que l'on croise. C'est extrêmement difficile à expliquer, mais croyez-moi lorsque je vous dis que c'est sublime. Pour vous aider à comprendre, je vais vous lire le texte de l'autrice au début du livre. Toi qui tiens ce livre entre tes mains, je te remercie de l'avoir choisi. Il n'est pas ordinaire, n'est-ce pas ? C'est sûrement ce que tu as pensé quand tu l'as vu pour la première fois. En effet, ce livre qui te fait hausser le sourcil et retenir ton souffle, tu t'apprêtes à le traverser. Je ne suis pas en train de prétendre que c'est un livre à lire entre ces lignes, ou que tu vivras à sa lecture une aventure spirituelle et transcendante. Non, je te dis que tu vas traverser ce livre pour de vrai. Bien sûr, tu peux le traverser avec les doigts, ou avec les pieds d'ailleurs, chacun sa méthode pour traverser un livre, mais reste délicat, car le passage est très étroit, et tu risques de faire des dégâts sur le chemin. Si tu choisis plutôt la traversée avec les yeux, c'est la méthode que je conseille, tu pourras découvrir ce qui se passe là-bas, au fond. De cette manière, tu laisseras l'endroit comme tu l'as trouvé en entrant. Cela te permettra de revenir sur tes pas sans risquer de te perdre et d'inviter quelqu'un à refaire la route en ta compagnie. Tu le guideras à travers les pages et tu sauras lui indiquer les endroits les plus accueillants. Bref, si tu traverses avec les yeux ce livre-là, tu pourras t'y réfugier, bien peinard, autant de fois que tu en auras besoin. Et crois-moi, c'est une sacrée chance d'avoir un endroit où se réfugier bien peinard en cas de besoin. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne et belle traversée. Et voilà, je ne pouvais pas mieux le dire que l'autrice elle-même. D'ailleurs, parlons un peu de l'autrice. J'ai découvert Rebecca d'Outremer lorsque j'étais adolescente avec un agenda scolaire dont j'avais trouvé les illustrations magnifiques. En regardant de plus près, j'ai découvert qu'il s'agissait d'illustrations extraites d'un album du nom de Princesses oubliées ou inconnues, sorti en 2004. Dans cet album, à la manière d'une encyclopédie poétique, nous apprenons différentes choses sur les princesses bien connues du grand public ou des inventions signées Philippe Lechermiller. Chaque portrait de princesse est illustré par Rebecca d'Outremer. Une édition augmentée est ressortie en 2024, et si vous ne l'avez jamais feuilleté, je vous invite grandement à le faire sans plus attendre. Elle a souvent collaboré avec son mari, Marc Le Tan, notamment avec l'album Baba Yaga, Cyrano, où il revisite l'œuvre d'Edmond Rostand, ou encore Yeti. Elle a également illustré de grands classiques tels qu'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ou encore Des souris et des hommes de Stan Beck. C'est en 2018 que Jacominus voit le jour pour la première fois, dans un album du nom de Les riches heures de Jacominus Gainsborough. Album magnifique où nous suivons les différentes étapes de la vie de Jacominus, de sa naissance à sa mort. Un album vraiment sublime qui avait déjà retenu mon attention lors de sa sortie. Elle écrit et illustre par la suite Midi Pile en 2019, suivi de Une toute petite seconde en 2021. En 2023, l'album Une chose formidable vient compléter la vie de Jacominus, accompagné pour la première fois d'un CD dans lequel Rebecca d'Outremer nous lit son œuvre, accompagnée de musique magnifique, donnant encore une toute autre dimension à son univers. Enfin, une dernière déclinaison de son adorable héros à grandes oreilles est sortie en 2024 dans un livre tout carton du nom de Jacomimi, idéal pour les premières histoires du soir de votre tout petit. Revenons à Midi Pile. Midi Pile, c'est un moment de vie. C'est poétique, doux, touchant. Certes, c'est un livre fragile, mais vous pouvez tout à fait le lire au plus petit à condition que vous tourniez les pages vous-même. C'est l'occasion idéale pour faire un câlin et voyager, rêver ensemble.
Il n'est pas rempli de rebondissements, d'aventures. Il n'est pas non plus chargé en événements plus rocambolesques les uns que les autres. Il est simple, beau et tellement poétique. C'est une histoire à lire, relire, regarder encore et encore, et comme le dit l'autrice elle-même, une histoire dans laquelle se réfugier, bien peinard. Vous êtes toujours dans Au Capitaine, Mon Capitaine, l'émission, le podcast littéraire, bref, appelez ça comme vous voulez, sur Radio Dynamo 98.4 au Blanc et 96 à Argenton-sur-Creuse. Vous venez d'écouter Hackey de Yann Tiersen, issu de la BO d'Amélie Poulain. Merci Wendy pour cette superbe chronique. J'ai des questions, j'en ai deux. Exactement, encore une nouvelle fois. Je t'écoute. Le temps est omniprésent dans cet album. Selon toi, que symbolise cette course contre la montre de Jacominus ? Oui, comme dans le premier album, finalement, le temps qui passe, c'est quelque chose de très présent, de poétique, de nostalgique. C'est toujours abordé de façon assez incroyable et dans le cas en tout cas de Midi Pile, ça nous tient vraiment en haleine aussi tout le long du trajet.
Le texte de Jacobinus nous indique où il en est en fait de son départ lui en bateau et l'heure qu'il est au moment où nous on lit, alors que les illustrations nous montrent l'endroit où on se trouve en fait avec Douce au moment même où Jacobinus parle. Ça se répond et donc enfin là j'ai pas envie de vous spoiler, mais on est un peu inquiet parfois du fait que l'heure tourne et que Douce marche tranquillement jusqu'à lui. Donc on a envie qu'il se retrouve et on veut savoir ce que Jacobinus tient tant à lui dire avant son départ. Donc c'est vrai que c'est très très beau et que suite à cette lecture on se rend pas à nos rendez-vous, enfin on se rend plus en tout cas à nos rendez-vous de la même manière, si tu veux, le côté voilà, on imagine un peu ce que les gens pensent en nous attendant et ce que nous on fait, tu vois. Il y a un truc comme ça qui se répond, qui est cinématographique dans complètement. D'accord, je vois, mais c'est trop bien. J'ai le livre sous les yeux. Effectivement, c'est magnifique. Est-ce que toi, tu as une illustration préférée dans ce livre ? Ou est-ce que tu peux aussi nous la décrire accessoirement ? Oui, alors c'est pas facile. Je pense pas avoir réellement d'illustration préférée dans le livre parce que j'ai vraiment tout aimé. Et surtout, je dirais que c'est plutôt des moments en fait que j'aime plus que d'autres et celui notamment où on quitte la cour de Douce et où on rentre dans le verger au tout début de l'histoire. Si tu veux, il y a donc tu traverses la chambre, la cour, et quand tu t'apprêtes à sortir de sa cour, il y a le portail, et quand tu tournes la page, il y a une première porte du portail qui s'ouvre sur le verger, et c'est vraiment magnifique parce qu'en fait ça nous laisse supposer qu'en tournant la page d'après, la deuxième porte va s'ouvrir également, et on sent en fait qu'on va vivre une expérience assez folle en continuant notre lecture, et c'est en fait ça ce qui m'a plu vraiment, je crois, c'est la découverte en fait, c'est vraiment le moment où tu te dis bon bah là j'ai entre les mains un truc assez fou quoi. Ouais, je comprends. Eh bien merci beaucoup pour ce livre un peu spécial. On n'avait pas encore fait de trucs comme ça, donc c'est très très bien. C'est autant un objet, on va dire, un peu de collection qu'un livre à lire, quoi. Je trouve. Complètement. C'est totalement. Enfin, j'espère que vous allez être curieux et aller regarder sur Internet, mais vraiment, c'est un livre que dans une bibliothèque, c'est vraiment trop la classe, quoi. Ah mais oui, et puis surtout, voilà, même si c'est fragile, effectivement, je sais que, enfin, je vois déjà les parents me dire, oula, non, surtout pas. Mais mon enfant pourra jamais jouer avec ce livre. Oui, c'est ça. Non, effectivement, c'est fragile, mais c'est tout à fait adapté quand même. Voilà, comme je disais dans la chronique, si c'est des parents qui tournent les pages, c'est assez poétique, et je pense qu'il y a plein d'enfants qui aiment ce livre, tout comme plein d'adultes l'aiment aussi. En fait, c'est comme il y a un côté livre pop, même s'il se déplie pas pareil, du coup. Oui. Mais là, on va en profondeur. Mais du coup, c'est la même précaution à prendre qu'avec un livre pop, en fait, au final. Oui, les pop-up qui s'ouvrent. Oui. Pop-up, ouais. Donc, voilà. Enfin bon, merci beaucoup, Wendy. C'était très chouette comme idée de bouquin. Est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est, etc., etc. Oui, donc c'était Midi Pile de Rebecca d'Outremer aux éditions Sarbacane. Vous venez d'écouter Au Capitaine, Mon Capitaine, l'émission littéraire, le podcast, bref, appelez ça comme vous voulez, présenté par Wendy et Renaud. Et bonne lecture, Moussaillon.